Alors, quand Madame Arnoux disait que j'avais dirigé de nombreux hôpitaux, j'en ai jamais dirigé que 5. Hein. Villefranche-sur-Saône, Dijon, Nancy, Lyon et Paris. Donc, il faut quand même ramener les choses. Comment? C'est pas mal, mais enfin, c'est pas. Non, mais on pourrait croire que je suis le papillon qui virevolte d'un hôpital à un autre. Non, non. Je ne suis qu'un gros bourdon qui a essayé de passer sur quelques hôpitaux qui me semblaient importants. Bien, alors, ceci étant posé, euh, on m'a posé une question difficile sur. Au départ, on m'a dit est-ce que tu veux parler du territoire et de l'hôpital? Ça me paraissait un sujet, bon, j'allais dire, qui était à ma main. Et puis, en fait, Guy Collet était passé sans doute avant et avait pris tout ce qui était l'hôpital dans son territoire. Donc, moi, il m'est resté le petit territoire de l'hôpital. Donc, je vais essayer de faire avec. Alors, pour essayer de, d'avancer sur cette notion, j'ai d'abord posé comme principe qu'il faudra que vous admettiez, sinon on dit qu'on arrête l'exposé, je veux bien, hein, puis on ira jouer au golf, encore que bon. L'hôpital est en soi un territoire interne. C'est un territoire, mais je vais le considérer comme un territoire interne et je reviendrai tout à l'heure sur ce sujet. Mais ce territoire est lui-même, comme je viens de le dire, composé de territoires plus petits, que sont alors, les structures médicales, administratives et logistiques. Je m'intéresserai cet après-midi aux structures médicales. Donc, et d'évoquer ensuite avec vous les problématiques qui y sont liées. Alors, comment on peut comprendre le mot de territoire? Parce que c'est bien gentil de dire territoire, territoire. Et quelle définition on peut donner du territoire? Bon. Alors, moi, je me suis dit, le territoire, c'est de la terre, c'est de la géographie, donc j'ai été voir un peu ce qui traînait chez les chercheurs en géographie. Et on peut avoir une approche à la fois géographique et sociologique qui pourrait nous aider à éclairer l'analyse du territoire qu'est l'hôpital et de sa problématique. Alors, j'ai essayé donc de trouver des définitions simples à la portée de modestes hospitaliers que nous sommes sur des travaux de géographes. Alors, j'en citerai 3 noms, Besancenot, Brunet et Lebert, je crois, et qui vont me permettre de développer dans quelques minutes, hein, mais quelques approches plus théoriques. D'abord, le territoire, il peut être approché sous l'angle politique. Politique au sens comme une étendue de terre ou d'espace, hein, comme vous voudrez, peu importe, en rappelant que l'hôpital, il est borné géographiquement. Il a un espace, il occupe sur le territoire d'une commune, d'une région, d'un pays, un territoire géographiquement bien borné, qui dépend donc d'une autorité. Alors ça peut être l'Empire, le Royaume, l'État, la République, la région, etc., une juridiction. Donc, c'est bien un territoire, un endroit, un espace où s'exercent des lois, des juridictions et les pouvoirs de l'État. La notion de pouvoir commence à émerger sur le territoire. On va donc noter que cette notion conduit à le dire que le territoire est exhaustif au sens où il couvre tout le territoire. Le directeur d'hôpital dirige tout l'hôpital, toute son étendue, et pas une case qui ne lui appartient pas. Si vous pourrez toujours trouver une exception, mais globalement, c'est un point important pour définir le territoire. Et vous verrez tout à l'heure que quand on parlera des structures médicales, ça peut avoir tout son sens. Et donc, s'il est exhaustif, ça amène aussi à la notion de frontière. Et qui dit frontière, dit aussi communication. Puisque la frontière, comme chacun sait, ça sert à passer. Ça sert à fermer, mais aussi à passer. C'est le lieu où on passe. Alors après, on a un sens ou biologique ou éthologique, au sens d'éthologie humaine, pas animale. Le territoire est une portion donc, d'espace terrestre qui est appropriée par un groupe social. Alors, dans les dictionnaires de géographie ou dans les textes que j'ai pu lire, ça peut être un groupe religieux, etc. Enfin, un groupe social, on va dire, qui se l'approprie pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec l'hôpital? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vois qu'il y a au moins ici deux chefs de service de médecine, enfin d'hôpitaux. Un service, au sens ancien du terme, préhistorique si on peut dire, avait aussi comme objet de permettre, par la cooptation, qui n'est jamais qu'un mode de reproduction, la suite des successions de chefferies de service, par exemple, ou de nomination de médecins. Quant à la survie,
on verra tout à l'heure que pour ses besoins vitaux, le service, il a besoin de l'hôpital pour vivre et que donc il se sert de son territoire pour vivre. Le territoire, c'est aussi une appropriation de l'espace. En effet, le territoire implique l'expression, alors cette fois-ci, d'une volonté d'appropriation, plus ou moins exclusive, donc toujours d'un groupe. Et ici, le territoire est un espace qui dispose d'un attribut, donc de possession. Je possède mon territoire. Et je ne vous fais même pas, j'ai même pas besoin de citer les services, les pôles d'activité, ou même le territoire. Un directeur d'hôpital ne dit pas l'hôpital que je dirige, il dit mon hôpital, comme un chef de service ou un chef de pôle dit mon service ou mon pôle. Ceci conduit donc aussi à l'idée de défense de son territoire, mais aussi à l'exclusion, puisque si on le défend, il y a des gens qui sont exclus, qui sont marginalisés, mais aussi aux questions de dominance et de majorité. Pour synthétiser ces différentes approches, un géographe, Brunet, en 2001, a eu une analyse du territoire, propose d'analyser le territoire sur 5 sous-systèmes. L'appropriation par les habitants du territoire, ce que je viens de dire, la gestion, le principe de gestion, administration, juridiction, le rôle du politique, l'habitation, la réalité d'appartenance au territoire, j'appartiens au territoire français, j'appartiens à l'hôpital, et ici je voudrais citer une anecdote hospitalière, un vécu hospitalier. J'ai, dans une très ancienne vie, dirigé l'hôpital neurocardiologique à Lyon. Et il y a eu à Lyon, à l'initiative du directeur général qui était à l'époque, un ancien directeur d'ARH ici, une enquête sur le sentiment d'appartenance des personnels aux hospices civils de Lyon. Et majoritairement, les gens... Alors moi j'avais la chance en plus de diriger un ensemble de 2 hôpitaux qui étaient simplement reliés par une galerie et qui n'avaient pratiquement rien en commun. Enfin, qui n'avaient d'ailleurs rien en commun en dehors de leur direction. Et l'enquête a montré très clairement que tout le monde se sentait bien appartenir à l'hôpital neurologique ou à l'hôpital cardiologique, sans doute pas à l'hôpital neurocardiologique, ce qui a été pour moi une peine sans fin, et encore moins aux hospices civils de Lyon. Et pourtant, la fiche de paye est marquée Hospice civil de Lyon. Les avantages sociaux, c'est Hospice civil de Lyon. Donc on voit bien là quand même qu'il y a un point quand même important sur la notion d'habitation. L'exploitation. Un territoire suppose l'existence de ressources qui légitiment la présence humaine sur ce territoire. Il y a des gens qui sont sur le territoire, il y a bien des ressources qui leur permettent de vivre. Et donc qui les exploitent. Et enfin, la socialisation. C'est que ces habitants du territoire, la communauté hospitalière, si vous voulez, sont obligés de vivre en société, donc avec des règles, donc des faits de sociabilité, où des oppositions peuvent apparaître, mais qui permet au groupe de survivre par, justement, ce mode de relation qui leur permet d'être un groupe, et qui, par leur unité ou leur unicité, leur permet d'avoir des échanges et des communications avec d'autres territoires. Alors, pour en finir sur ces définitions un peu géographiques, on pourrait dire que le territoire en soi, l'espace de terre, n'est pas un territoire. Ce sont bien, dans le cas qui nous intéresse, mais comme dans beaucoup de cas, c'est les activités humaines qui lui donnent le sens au territoire. Le territoire, c'est donc penser frontières, proximité, séparation, communication, échange. Enfin, le territoire, c'est aussi ce dont on défend la maîtrise. Donc, muni de tous ces éléments de réflexion, de principe, et comme je le disais en introduction, je vais essayer de considérer et d'analyser l'hôpital comme un territoire, sans marcher sur les plates-bandes de Guy Collet. Puis après, j'irai dans un deuxième temps à l'intérieur de l'hôpital, dans les structures médicales, pour voir comment, effectivement, ces notions de territoire se combinent pour l'avenir, parce que le thème, c'est bien ouverture ou repli sur soi et recomposition des territoires. Et qu'effectivement, l'hôpital aujourd'hui, je le disais tout à l'heure dans mon fauteuil, c'est qu'aujourd'hui, on l'observe, est en recomposition, externe et interne, mais pour ce qui me concerne en interne, cette recomposition, j'en ai vu le début,
très clairement. Et depuis le début des années 2000, où ces recompositions sont devenues beaucoup plus fortes. Enfin, je reviendrai un petit peu historiquement sur le sujet, parce que ce n'est pas inutile de revenir un peu plus loin. Mais de bien dire qu'on est bien dans une recomposition qui va se faire, mais avec toujours des risques de repli sur soi permanents, liés notamment à cette notion de territoire telle que je l'ai évoquée tout à l'heure. Alors, si l'hôpital peut être considéré comme un territoire au sens où on vient de le définir, car il est borné, il maîtrise sa gestion, enfin il maîtrise tant faire que se peut sa gestion, et sa gestion porte en plus sur toutes les composantes de l'hôpital. Il est approprié aux réserves que je vous ai indiquées, encore que mes réserves ne portent pas sur le territoire, elles portent sur les structures juridiques. Il est approprié par la communauté hospitalière, qui est le groupe social qui nous intéresse aujourd'hui, qui l'occupe, que ce soit les médecins, les soignants, les administratifs, les techniciens, etc. Une nuance toutefois, ce territoire, pourrais-je dire, est envahi tous les jours par une population que sont les patients. Entre guillemets, enfin, enlever le mot envahi, non, est parcouru tous les jours par les patients, et clairement, on reviendra là-dessus, parce que les patients, c'est notre objet, parce qu'il faut les soigner, enfin, c'est notre mission de les soigner, et que peut-être, par eux, l'ouverture et l'anti-repli de soi peut venir là. Alors, ce qui m'intéresse cet après-midi, c'est comment l'évolution récente a favorisé, ou au contraire contrarié, le repli ou l'ouverture et la recomposition, comment l'évolution de la gouvernance interne, puisqu'un territoire, on l'a défini, mais il est dirigé, il est gouverné par des politiques. Enfin, des politiques, des directeurs, des directoires, des conseils d'administration, peu importe le terme, des dirigeants. Et que s'il est dirigé, est-ce que aujourd'hui l'évolution vers cette nouvelle gouvernance hospitalière, qui est passé d'un conseil d'administration délibérant et d'un directeur nommé par un ministre tout-puissant, enfin, tout au moins reconnu comme tel, et une CME avec un pouvoir d'influence pour le moins non négligeable, à un système de conseil de surveillance dont le rôle et les attributions ont changé, d'un directoire et d'un directeur dont les attributions ont été renforcées, et d'une CME dont les compétences, si elles ont changé, n'ont sans doute pas, tout au moins à mes yeux, mais peut-être je me trompe, n'a pas perdu en pouvoir d'influence, pour autant que cette CME, mais il y a ici des maîtres dans l'art qui pourront me contredire, sait s'en servir. Alors, les textes, bien sûr, ont modifié en profondeur la gouvernance de l'hôpital. Et est-ce que ça a une importance pour nous ? Puisque, comme je le dis, conseil de surveillance qui surveille, mais qui a en même temps des attributions et une composition qui nous interpellent. Parce qu'effectivement, au-delà des textes où on s'est calé un peu sur le modèle des entreprises, conseil de surveillance, directoire, il faut observer les faits. Le premier élément que je retiendrai dans le conseil de surveillance, c'est que le maire n'est plus président de droit. Mais dans 90% des cas, c'est lui qui a été réélu. Alors, ça me paraît un point important à noter, même s'il y a quelques exceptions, même notoires. Donc on peut penser que l'influence du conseil de surveillance avec un maire plus puissant, moi j'ai dirigé plutôt des hôpitaux dans des grandes villes, dont l'importance était forte, le pouvoir fort, on pouvait considérer que son poids sur le territoire hospitalier n'était pas nul. Est-ce que maintenant le conseil de surveillance et son président ont un pouvoir tout aussi important ? Ma première réponse en première ligne, c'est non. En deuxième ligne, ça demande sans doute de nuancer. Alors, à travers notamment deux compétences qui me paraissent, enfin deux, trois compétences, une qui d'ailleurs c'est la seule que je citerai, qui est la certification des comptes. Alors vous allez me dire, ça va être repoussé. Alors vous ne faites pas d'illusions, hein. Là c'est le Cour des comptes qui vous parle. La certification des comptes hospitaliers ne sera sans doute pas beaucoup décalée, si toutefois même elle est décalée. Et la certification des comptes hospitaliers va beaucoup plus loin
que des simples bidouillages de comptes hospitaliers. Et qui va juger de la certification des comptes dans un hôpital? À qui elle sera présentée? Au conseil de surveillance. Et qu'à ce titre, vu l'effort que nous avons à faire dans les hôpitaux sur ce plan-là, il me semble que là, le conseil de surveillance peut reprendre une main qu'il avait peut-être perdue depuis le conseil d'administration. Je ne parlerai pas de son poids dans le plan stratégique ou dans l'immobilier. En miroir, le directoire, il se voit confier, lui, des pouvoirs et donc des attributs de pouvoir et des pouvoirs et donc des responsabilités importantes sur la gestion du territoire, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, enfin le budget pour notre ami de chez Baxter, les effectifs, l'investissement et la nomination des chefs de pôle. Enfin, la préparation de la nomination des chefs de pôle. L'observation que je peux faire depuis 2010, alors une partie en tant qu'hospitalier, une partie en tant que Cour des comptes, et donc après la loi HPST, enfin Hôpital, Patient, Territoire et Santé, et comparativement au système antérieur, conduit à une opinion, j'allais dire, comme je le disais tout à l'heure, nuancée. Le poids du maire pouvait constituer un frein important, pour ne pas dire bloquant, à l'ouverture. Je suis chez moi dans mon territoire. Et un frein à l'ouverture dans le domaine hospitalier. Je ne parle pas d'intercommunalité, c'est un autre sujet. Et surtout, qui était un frein à la coopération. Alors, ne jetons pas la pierre seulement au maire. Beaucoup de directeurs hospitaliers, dont j'ai peut-être fait partie, mais j'en sais rien, c'est tellement vieux, n'ont pas forcément toujours été partisans d'une coopération tous azimuts, qui est quand même l'outil de l'ouverture, enfin un des outils de l'ouverture. Alors la question, on pourrait se la poser. Alors là, on revient à la sociologie, je défends mon territoire, je ne vais pas aller chez le voisin, le gros qui mange le petit, enfin, etc., etc. Donc on voit bien, si vous voulez, que le maire d'un côté, avec son patriotisme communal appuyé sur l'emploi et l'urbanisme, et le patriotisme du directeur d'hôpital appuyé par sa communauté médicale la plupart du temps, n'était pas favorable pour différentes raisons, mais celle-là en particulier à l'ouverture. Alors, est-ce qu'avec le conseil de surveillance et le directoire, ça a changé en termes d'ouverture et de modification? Alors, moi je dis, je le disais tout à l'heure, le maire, il est souvent élu comme président du conseil de surveillance, donc il n'est plus nommé, ce qui est déjà, enfin il est élu parce qu'il faut qu'il se présente. Il y en a même qui se sont battus beaucoup, puis il y en a même quelques-uns qui se sont fait battre. Enfin, je pense à Paris, Sens, enfin, pour deux exemples que je connais comme ça, enfin Paris, parce que je connais bien, une séance mémorable du conseil de surveillance, 3 heures avec 15 personnes pour élire un président, mais bon, ça manque pas de sel, et qui n'a donc pas été le candidat de la mairie. Ceci étant, depuis le début des années 2000, on voit quand même que des ouvertures, enfin même d'avant, on va dire depuis les ARH, l'ouverture s'est faite progressivement, mais ces formes d'ouverture, j'allais dire, en dehors de quelques initiatives sans doute de pionniers, sont le résultat d'initiatives des ARH ou du réflexe de survie de certains établissements. Réflexe de survie, territoire, je défends mon territoire, je me défends, etc. Mon analyse serait de dire que la coopération ouverture ne se développera pleinement. Alors ça, c'est un message que je voudrais bien faire passer, parce que j'ai eu du mal pendant ma carrière à le faire passer, donc j'en profite là pour les dernières années où je peux encore parler. C'est de dire que la coopération ne se développera pleinement quand elle aura d'abord un vrai sens médical, soignant, enfin un vrai sens santé. On ne fait pas de la coopération pour coopérer. On va coopérer parce qu'on va essayer de mettre en place des filières, des parcours de soins corrects, améliorer la qualité des soins, enfin, tout ce qu'on voudra, mais autour du soin et du patient. Ça me paraît un point important. Tant qu'on ne donnera pas ce sens à la coopération, c'est même pas la peine d'en parler. On fait des GCS, on ferait toutes les formules juridiques que vous voudrez, on s'éclatera comme on voudra, mais ça ne donnera pas de vraie coopération au sens concret du terme. C'est-à-dire au sens où le patient en toucherait les bénéfices. Le deuxième élément, c'est qu'il faut arrêter de penser que les coopérations, il faut arrêter d'avoir des visions technocratiques et seulement économiques de la coopération. Quelles en est par conséquence? Des conséquences économiques, tant mieux. Mais si la coopération a pour objectif
dans un monde contraint sur le plan économique, de faire avec ce qu'on a mieux pour le patient, alors oui. Mais arrêtons de dire qu'on va faire de la coopération pour faire des économies. Si ça en fait, tant mieux. Si ça en fait pas, tant pis. Mais si on coopère, c'est pour le malade. C'est pas pour nos beaux yeux ou ça. Et alors enfin, toujours sur cet aspect-là, dans mon message, enfin pour mon message, pas enfin pour mon exposé, rassurez-vous, j'en ai encore pour quelques minutes, cette ouverture coopération sera encore plus réalisable si les parties qui devraient coopérer y trouvent toutes leur intérêt. Or aujourd'hui, et je ne ferai pas l'injure de vous sortir une série d'exemples tout aussi courtelinesques que d'autres, sur l'anti-coopération de la réglementation française sur ce sujet. Alors, je voudrais signaler un autre mode d'ouverture. Alors, je sors un peu du territoire, mais il me semblait important de l'évoquer, c'est l'ouverture vers l'usager ou sa représentation. L'usager est sans doute un phénomène, je vais dire, important dans son entrée dans l'hôpital, dans son poids dans les prises de décision à l'hôpital. Et depuis la loi de 2002, il prend de plus en plus sa place, même si au début la communauté hospitalière a été réticente, moi aussi. C'était quand même des emmerdeurs au départ. Et puis, bon gré mal gré, on s'y est mis, puis la loi, bon, puis après on a compris l'intérêt qu'il y avait à faire. Parce que c'est vrai que l'usager, nous on s'est toujours abrité en disant les représentants des usagers ne sont pas les usagers. Bon, c'est comme si vous disiez les députés ne me représentent pas. Bon, il faut faire ce qu'on veut. On vit dans une démocratie, il y a des gens qu'on élit. Bon, les usagers, chacun fait comme il veut. Il y a des représentations des usagers. Ils ont une place, j'allais dire, réglementaire, légale, et en même temps, ils doivent avoir une place sociologique, à mon avis, qu'il ne faut pas leur refuser. Alors, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'usager, il n'est pas attaché à la notion de territoire hospitalier, lui. Lui, il vient d'avant le territoire hospitalier et il va retourner dans un autre territoire hospitalier. Son domicile, son soin de suite et de réadaptation, etc., son médecin traitant, il va aller sur d'autres territoires. Donc là, on voit bien que le territoire hospitalier, avec ses frontières, il va falloir amollir un petit peu les frontières pour que ça fonctionne un peu mieux. Ils viennent souvent, donc ce que je viens de dire, par l'intermédiation de son médecin traitant avant, et il va sans doute le retrouver après, ou d'autres structures de soins. Alors, pour moi, je reste persuadé, un autre message, que l'usager et sa représentation est un bon empêcheur du repli sur soi. Des exemples nombreux existent où l'usager et sa représentation trouvent leur place dans la gouvernance hospitalière. Alors, au-delà de la place que la loi et la réglementation leur donnent, conseil de surveillance, etc. Moi, je voudrais citer à cet égard mon expérience à l'assistance publique hôpitaux de Paris, où j'avais, à leur demande d'ailleurs, fait en sorte qu'il y ait un groupe central des usagers. Il y a 152 représentants des usagers à l'AP, HP, et j'avais un groupe central d'une vingtaine de personnes, qui étaient l'émanation de ces 152, pour préparer avec moi le plan stratégique. Alors, ils n'allaient pas dans les... Il y en avait dans certains groupes spécifiques d'activité médicale, mais ils étaient associés au sens politique d'élaboration de la stratégie de l'établissement. Et ma première surprise, c'est qu'à la première réunion, j'ai fait mon, comme dirait Jo Benoît, mon blabla, et puis, enfin il me l'avait dit tout à l'heure là en commençant, avant de commencer, je veux dire en disant voilà les usagers c'est tout bien, etc. Il faut que vous donniez la parole, etc. Et puis donc un de mes collaborateurs présente en quelques diapos, mais très peu, les 10 axes du plan stratégique. Et derrière, je passe la parole aux usagers. Et là, je vois un usager qui se lève, qui met sa clé USB et qui nous fait un diaporama digne d'un directeur. Bon, c'est un peu surprenant. Enfin, moi, ça m'a surpris. Enfin, peut-être que c'est parce que je commence à vieillir. Mais en plus, ça veut dire que les usagers et leur représentation étaient capables d'une construction stratégique et un certain nombre d'éléments ont été retenus dans le plan stratégique, notamment à travers des commissions de groupe hospitaliers, enfin, peu importe ce qui a été mis en place. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une concertation, il y a eu des retours de ce groupe central sur les groupes, sur les représentations dans les groupes hospitaliers et une reprise dans le plan stratégique de la PHP. En conclusion de cette partie, le nouveau mode de gouvernance, le poids des ARS, la contrainte démographique à laquelle je n'ai pas fait allusion, mais qui est sans doute importante aujourd'hui, et les contraintes économiques sont des facteurs d'ouverture et de recomposition.
Mais je voudrais ajouter que les modalités d'ouverture, et ça je laisserai Guy en parler tout à l'heure, et de recomposition sont aussi importantes que l'objectif. Enfin, aussi importantes au sens que si ces modalités ne sont pas bien faites, elles peuvent tuer l'objectif, ou tuer sa réalisation tout au moins. Alors, maintenant, le territoire interne des structures médicales. Alors, je pose, bien sûr, il faut bien poser une définition, parce que sinon vous me diriez ça ne va pas aller. Je pose que l'hôpital est composé de structures médicales dont je ne définis pas le titre, qui recouvrent exhaustivement l'ensemble des activités médicales, qui ont des territoires géographiques, il y aura des exceptions, mais je les citerai tout à l'heure en fin de propos, et que sont ces structures médicales. Alors qu'elles s'appellent service ou maintenant pôle d'activité médicale, peu importe, on reviendra dessus, mais c'est pour dire que c'est ceux qui m'intéressent tout de suite. Et si vous revenez aux 5 principes que j'ai évoqués tout à l'heure, on reverra qu'on en retrouve au fil du... Enfin, vous les retrouverez, parce que je ne vais pas vous les citer à chaque fois, il faut que vous travaillez un peu aussi. On les retrouve et qui permettent de considérer que ces pôles, et anciennement, enfin, les services qui composent ces pôles maintenant, étaient bien des territoires. Alors, tout petit peu d'histoire, les chefs de service étaient nommés par le ministre, ou les deux ministres quand c'était des PUPH, chefs de service, ils étaient nommés pour une période de 5 ans renouvelable à l'infini, pour dire que c'était quasiment du renouvellement à la manivelle, c'est-à-dire que personne ne s'en préoccupait de manière massive, et par une autorité supérieure à celle du directeur de l'établissement. Donc on voit bien qu'un des composantes, un des responsables d'une des composantes, enfin des composantes intérieures de l'hôpital, et composantes ô combien importantes, puisque c'est elles qui produisent les soins, était nommé par une autorité supérieure. Ça n'a pas de jugement de valeur, je dis que c'est une autorité au sens administratif du terme. Alors je vais vous citer une petite anecdote rapide. Je suis arrivé aux Hospices civils de Lyon en 81 comme directeur adjoint. Et puis j'ai assisté un jour à ce qu'on appelle la désignation d'un chef de service. Donc le directeur général réunissait avec le président de la CME l'ensemble des PUPH d'une discipline lorsqu'il y avait une vacance de poste. Alors on faisait parler le plus ancien dans le grade le plus élevé, savoir s'il voulait le poste vacant, jusqu'à il y en a un qui lève dans l'ordre, après on les appelait, jusqu'à un qui lève la main, alors ça a duré 10 minutes, qui lève la main pour dire « je le prends ». Alors, tout le monde savait que c'était l'agrégé de celui qui était parti, que c'était lui qui allait être nommé, mais bon, des fois il y avait des surprises, mais on voyait bien quand même qu'il y avait une espèce de cooptation interne à la discipline qui échappait complètement au management de l'hôpital. Et on pouvait avoir des chefs de service qui avaient des projets de service qui étaient complètement antinomiques avec le fonctionnement de l'hôpital. Et que ça, c'était relativement difficile, voire parfois impossible à combattre. Donc, alors, je cite cet exemple, c'est pour montrer que l'évolution importante qu'il y a eu depuis cette époque, puisqu'aujourd'hui les chefs de pôle sont proposés par le directoire et nommés par le directeur. Donc, même si les médecins restent très attachés à la notion de chef de service, même si celle-ci a perdu... alors moi je suis un peu ancien, comme je suis plus dans les hôpitaux depuis plus de 2 ans maintenant. Là je parle de manière un peu plus avec prudence. En revanche, les pôles d'activité médicale me paraissent importants. Le pôle d'activité médicale me paraît important à approcher. Bon, bien sûr, dans notre thématique ouverture, repli, recomposition et territoire, la notion de pôle était déjà ancienne, enfin, on va dire remontée aux années 90, mais elle a trouvé son plein élan à partir de 2005. Et ces pôles, par rapport à ces pôles, on peut se poser la question de savoir s'ils ont favorisé ou pénaliser l'ouverture, ou favoriser, ou au contraire casser le repli sur soi. Les chefs de service, pour faire une comparaison, avaient une notion du territoire, ils n'avaient pas besoin d'avoir un cours de géographie pour comprendre, très importante, qui leur permettait de bien tenir leur territoire. Et avec, c'est dommage, je n'ai pas un tableau, mais en fait, on pourrait représenter l'hôpital à travers un triangle.
Vous avez au sommet l'hôpital, l'institution. Vous avez en bas du triangle, le médecin. Et puis vous avez à l'autre angle opposé, le patient. Le patient, il interpelle le médecin pour avoir des soins. En sachant qu'en plus, le patient, en gros, enfin c'est assez rapide, ne paye pas le coût de sa prestation, de sa demande. Donc qu'est-ce que fait le médecin qui lui-même ne paye pas la prestation de ce qu'il va demander, demande beaucoup à l'institution, en plus abrité derrière sa liberté de prescription et son colloque singulier avec le patient. Donc on voit bien que le chef de service, dans l'ancien temps, si je puis dire, avait une approche, j'allais dire, très territoriale, très patrimoniale de son service, qui lui permettait de rester et de fonctionner. Le pôle d'activité médicale, maintenant, c'est un peu, heureusement, un peu différent. Alors, attendez, je vais faire bien dans mes pages, voilà. Alors, les pôles d'activité médicale, est-ce qu'ils ont un rôle d'ouverture plus fort? Moi, je pense que oui, mais certains avaient pensé qu'avec les pôles d'activité médicale, on allait créer d'autres types de féodalité médicale, mais qui, à mon avis, à quelques exceptions près, n'ont pas eu lieu. Et que peu de médecins avaient d'appétence pour être chef de pôle. Alors, l'histoire a montré, et c'est ma première réflexion, qu'au vu de l'expérience, c'est que les pôles d'activité médicale sont un vrai progrès, alors, pas partout comme toujours, mais sont un vrai progrès dans la notion de parcours de soins, et donc sans doute en qualité des soins, en termes de qualité des soins, d'organisation et aussi de gestion. Mais toujours dans cet ordre-là. Hein. À Paris, où il y avait 176 pôles, sauf erreur de ma part, quand je suis arrivé en 2006, les pôles étaient en place. Et tous avaient un chef, contrairement à ce qui avait pu être dit, personne ne sera candidat, etc. Tous avaient un chef à leur tête, et à chaque renouvellement ou chaque départ à la retraite, etc., on n'a jamais eu aucune difficulté à couvrir la vacance du poste. Donc c'est dire qu'il y a bien une appétence d'un certain nombre de personnes pour diriger des pôles, et des pôles eux-mêmes qui avaient un sens médical. C'est ça qui me paraît qu'il faut lier. Donc, pour moi, le pôle d'activité médicale, alors ça c'est un autre message fort que je veux faire passer, est vraiment la structure du territoire interne de l'hôpital. C'est celle qui, demain, peut faire évoluer l'hôpital encore mieux vers plus de qualité des soins et de qualité dans la gestion. On a donc bien assisté à une reconfiguration des territoires avec les pôles, puisqu'on a regroupé des services, voire coupé en deux des services, enfin peu importe les modalités, mais on a regroupé et donc on a bien reconfiguré. Et qui plus est, on a donné dans les instances aux personnes qui dirigeaient les pôles des places, que ce soit la CME ou dans d'autres instances, des places et des rôles et des fonctions importantes. Alors, troisième proposition. Maintenant, les pôles, ils en sont à un tournant de leur reconfiguration. Et je dis à nos collègues hospitaliers, et en particulier aux jeunes, même aux plus vieux d'ailleurs, qu'il faut arrêter de plaisanter avec la délégation. On délègue ou on ne délègue pas. Si on veut, si vous voulez, que les pôles d'activité médicale puissent fonctionner correctement, il faut leur donner une véritable délégation de fonctionnement et de gestion. Il ne faut pas leur donner des bonbons pour s'amuser à la récréation. Il faut leur donner une vraie main sur une partie de l'investissement, sur une grande partie de l'exploitation, même s'ils doivent respecter les règles de la fonction publique hospitalière, des statuts médicaux, du code des marchés publics, du respect de tout ce que vous voudrez. Mais ça n'empêche pas. On recrute bien des infirmières au niveau de la direction. Rien n'empêche une DRH de déléguer des pouvoirs avec une directrice de soins qui, je sais, va m'arracher les yeux en sortant. Tout le monde peut intervenir, mais pour apporter une plus-value dans la chaîne de décision. Non, la plus-value, c'est raccourcir les délais et faire les bons choix. C'est pas j'allonge les délais et je fais pas forcément les bons choix. Donc pour moi, c'est très important, si vous voulez, que dans la délégation puisse se généraliser. Alors vous allez me dire, vous êtes complètement irresponsable, à 65 ans, vous en foutez, vous partez à la retraite, etc. Non, je suis d'autant plus responsable que je suis à la Cour des comptes.
Alors, je vais donc suivre la délégation que j'ai donnée à un pôle et à son directeur, à travers des indicateurs que j'aurai définis avec lui, sur des objectifs que j'aurai définis avec lui. Je vais intéresser le chef de pôle et le pôle au résultat de sa gestion, qui est le b.a.-ba. Moi, quand j'avais 30 ans, on me parlait déjà, enfin, je travaillais déjà sur ces questions-là. Mais je garde la main sur la gestion en cas de dérive. Alors, au lieu de pleurer sur si je leur donne ça, ils vont faire n'importe quoi. Mais non, mettez des caméras de surveillance si vous voulez, mais ça va se passer. Et puis, quand vous voyez que ça se met à flotter, ben vous mettez, enfin, pas à pleuvoir, mais à flotter dans les rubans, vous intervenez pour dire, voilà, c'est là qu'il faut... C'est là, on arrête parce que vous faites n'importe quoi, pour le coup. Mais que ce soit sur la qualité de la gestion, que ce soit sur le fonctionnement médical, que ce soit sur le fonctionnement avec le personnel soignant, etc., etc. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. J'aurais pu définir aussi, enfin, travailler sur les pôles d'activité transversale sans territoire, mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué pour ma petite tête. Donc, je vous laisserai soit m'interroger sur le sujet, je pourrai répondre, soit ben, ça passera à la trappe comme un sujet. Mais non, ce qui est important de retenir, c'est que à l'hôpital, la nouvelle gouvernance, et ce sera ma conclusion, la nouvelle gouvernance est un atout pour l'ouverture et la recomposition externe dont va vous parler Guy, à condition que cette gouvernance soit, j'allais dire, bien équilibrée entre conseil de surveillance et directoire, et deuxièmement, qu'en termes de recomposition interne, que les pôles d'activité médicale, il faut absolument qu'ils obtiennent une délégation de gestion qui leur donne tout leur vrai sens. Merci de votre attention.